Europe 1, il est 6h44. Thomas Soto. C'est l'heure du kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marguerite Comme je Lefebvre. l'avais annoncé. Comme vous l'aviez annoncé, Marguerite Lefebvre pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit pour nous la dernière ligne droite de la campagne américaine, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Alors forcément, les mauvais esprits diront que le Figaro a choisi François Hollande pour illustrer cette journée des trépassés. Le Figaro qui titre « Fin de règne à l'Élysée ». Le chef de l'État de plus en plus isolé, abandonné par sa majorité, attaqué de toutes parts, poursuit le Canard enchaîné qui lui consacre lui aussi sa une. Hollande se rassure, je ne suis pas expulsable pendant l'hiver. Le Canard qui l'accuse par ailleurs d'avoir organisé le trucage du marché des droits télé du foot. L'affaire remonte à 2014. Canal a alors peur de tout perdre face à l'ogre Bein. Les patrons de Canal sont reçus à l'Élysée pour demander de l'aide. Ni une ni deux, le chef de l'État passe un coup de fil. Il appelle l'émir du Qatar qui accepte de modérer ses appétits, de partager les droits. Le problème, c'est que François Hollande s'en est vanté dans un chapitre du célèbre « Un président ne devrait pas dire ça ». Résultat, la Ligue de foot, organisatrice de l'appel d'offres et donc d'un don de la farce, s'est étranglée en lisant ça et étudie la possibilité de porter plainte. Comme le disait Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. On reste dans le monde de la télé avec la une d'aujourd'hui en France. Audience en berne, salaire trop élevé, panique à bord de France Télévisions. Le dessinateur Rançon propose une solution. Il a croqué un couple de téléspectateurs. Lui... La télé publique coûte trop cher et ne fait pas assez d'audience. Elle, Zonk a embauché Morandini, ça fera le buzz, ça permettra de réduire la masse salariale. Libération a choisi de son côté une paire de gants de boxe pour illustrer sa une. Clinton-Trump, la campagne la plus dingue de l'histoire. Une campagne en roue libre, d'une brutalité effarante. Plus sobre sur le même sujet, La Croix, Clinton-Trump, le suspense continue. À une semaine du scrutin, tous les regards se portent sur les abstentionnistes, nous dit 20 minutes. 20 minutes qui titre « Dernier appel aux indécis ». Nous, on passera un coup de fil à un ami dans un instant, à Xavier Yvon à New York, qui nous donnera les dernières nouvelles. 3-1 dans la presse quotidienne régionale à présent avec vous, Marguerite Lefebvre. Avec la jungle de Calais, toujours à la une ce matin de Nord Littoral, le quotidien se penche aujourd'hui sur la situation délicate des mineurs isolés. Ils sont environ 1500 et doivent quitter Calais aujourd'hui. Ne rien lâcher, titre Nice Matin. Après l'attentat du 14 juillet, le secteur du tourisme est en forte baisse, mais les professionnels se mobilisent. Opération séduction en Chine la semaine dernière et prochainement en Israël et en Inde pour vanter les atouts de la Côte d'Azur. Pas question non plus d'annuler des événements comme le marathon ou le carnaval qui auront bien lieu cette année. Et puis, un champion du monde à la une de la nouvelle République des Pyrénées, champion du monde du 200 mètres à 86 ans. Michel Clavry, oui, un habitant de Tarbes, a terminé son 200 mètres, donc il a 86 ans, je vous donne son temps, 39 secondes, 80 centièmes, il est devenu champion du monde avec ça à titre de comparaison. Le record du monde d'Usain Bolt, c'est 20 secondes de moins, 19 secondes, 19 centièmes. 39 secondes sur 200 mètres, moi je suis pas sûr de le faire. 86 ans, c'est pas mal. Non. L'histoire du jour, c'est, on va dire, la classe à Dallas, la grande classe. Oui, la grande classe, alors pas tout à fait à Dallas, mais à Saint-Brieuc, en Bretagne, le Télégramme. C'est voisin, c'est juste à côté. Et c'est le Télégramme qui nous explique qu'hier, pour la Toussaint, une fleuriste avait décidé d'installer une échoppe mobile sur le parking du cimetière pour vendre ses bouquets. Au bout de quelques heures, elle a vu s'installer à côté d'elle plusieurs concurrents. Elle est allée les voir et en s'approchant des étals, elle a reconnu ses propres fleurs, ses propres compositions. Toute la journée, des malfaisants sont en fait allés récupérer les fleurs qui venaient d'être déposées sur les tombes pour les revendre à l'entrée du cimetière, sous le nez de la fleuriste. Les voleurs ont été démasqués, mais ils ont réussi à prendre la fuite. Ils sont pas bien malins en même temps. Ils mettent la table juste à côté de la fleuriste et à un moment ils sont un petit peu sur. Voilà. L'emporteront pas au paradis, comme dirait l'autre. Axel de Tarlet, la France. Voilà une bonne nouvelle. Ne compte plus que 443 comités Théodule, c'est à lire dans le Figaro Économie ce matin. Quand même, 443, vous connaissez, vous savez qu'en France, quand il y a un problème, on crée un comité, un haut conseil, un observatoire, une commission d'experts. C'est la fameuse phrase de Clémenceau, pour enterrer un problème, nommer une commission. Donc en tout, on compte aujourd'hui ainsi 443 comités Théodule, comme on les appelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça baisse en effet, puisqu'en 2011, il y en avait 668, il y en a eu encore 12% de supprimés l'an dernier. Donc ont ainsi disparu, j'ai la joie de vous dire, la commission interministérielle appelée à apprécier la qualité de certaines manifestations artistiques qui avaient été créées en 84. Ça Ce sont toujours des noms à rallonge. Ça ne n'est pas sur les cartes de visite, ça.
a également disparu la commission liée à la bonification de carrière de fonctionnaires ayant accompli des services de résistants. Alors probablement, il n'y a plus de fonctionnaires. Faute de clients, là, quand même. Faute de j'imagine. exactement. Bon, c'est bien sympathique tout ça, mais ça coûte combien ces comités Théodule? Officiellement assez peu, on avance le chiffre de 27 millions d'euros, ce qui fait 60 000 euros par commission. Il faut dire que ce sont essentiellement des frais de bouche, parce que les membres sont souvent bénévoles, et le job consiste à se réunir le soir autour d'un bon dîner. Alors vous savez quelle est la meilleure façon... Vous voulez dire un dîner de travail, sans doute. Un dîner de travail, voilà. Vous savez quelle est la meilleure façon de faire des économies? Eh bien, de supprimer les frais de bouche. Exemple, le ministère des Sports a décidé, pour voir, de ne plus rembourser les frais de réception du Conseil supérieur des sports de montagne. Eh bien, le résultat, c'est que le coût de fonctionnement de ce comité a fondu, passant de 48 000 euros à 800 euros. Voilà. Plus de frais de bouche, plus de dépenses. Incroyable. On verrouille le frigo et ça règle pas mal de problèmes. La campagne américaine tout de suite. Avec Xavier Yvon à New York, les sondages, Xavier, montrent que l'écart s'est resserré considérablement entre Trump et Clinton au niveau national. Il y en a même un qui place le milliardaire en tête d'1 point pour la première fois depuis des mois et des mois. Xavier, est-ce que Donald Trump est en train de gagner? Est-ce que c'est en train de tourner là-bas? Alors, pour répondre à votre question, on va jouer à un petit jeu, celui proposé par le New York Times. Vous prenez une pièce, vous la lancez 3 fois de suite pour jouer à pile ou face. Si elle tombe les 3 fois sur le même côté, alors oui, Donald Trump va être élu président des États-Unis. Ça correspond en fait à la probabilité qu'il rentre à la Maison-Blanche. Le New York Times estime qu'avec ses savants calculs, il a aujourd'hui 12% de chances de gagner. Et donc, Hillary, 88, vous suivez, je vois. Bah oui. Voilà. Pourquoi cette différence avec les sondages nationaux qui, eux, sont si serrés ? Parce qu'il ne faut pas oublier que ici, l'élection se joue État par État. Et donc, il faut regarder attentivement la carte électorale, ce que font frénétiquement toutes les télés ici, CNN, NBC, Fox, avec leurs écrans tactiles. Et il y a 3 couleurs très importantes. Le bleu pour les États traditionnellement démocrates. Le rouge, voilà. Le rouge pour les États républicains. Trump. Voilà. Et le jaune pour les fameux swing states, ces États indécis qui peuvent faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. Pour être élu, Donald Trump doit faire 3 choses. 1, il doit garder tous les États rouges. Oui. 2, il doit remporter tous les États jaunes, notamment la Floride, la Caroline du Nord et l'Ohio, mais aussi, et ça c'est le 3, il doit prendre aussi au moins un État bleu, ce qu'il tente de faire en ce moment dans la région des Grands Lacs, dans le Wisconsin, hier soir par exemple. Voilà pourquoi ça reste plus dur pour lui de gagner, pas impossible, mais Hillary Clinton, elle n'a qu'à remporter un seul des États en jaune, et c'est terminé. C'est pour ça que d'ailleurs elle met le paquet sur la Floride, elle a 3 meetings prévus en fin de semaine, et si vous n'avez pas bien saisi le coup de la pièce, en d'autres termes, le New York Times nous dit qu'Hillary Clinton a autant de chances de perdre qu'un joueur de football américain de rater une transformation à 35 yards. J'espère que là, vous avez compris. Bon, là, ça me paraît assez clair. Donc, Xavier Yvon, qui dans une semaine sera avec nous en direct de New York et qui nous dira à cette heure-là, on n'avait pas pensé que Trump pouvait gagner quand même. C'est quand même une grosse surprise. Alors, attendez, je fais le test. Une fois, Alors, c'est pour qui vous pile. jouez là? Pour qui? Une fois, Trump? c'est pile. Ah, 2 fois de suite, attention. Attention. Et c'est Trump. Voilà. Et ben voilà. Pas besoin de faire le Suite? spécial dans Non, une semaine. oh là là. On regarde la télé, rien à voir. Attachez vos ceintures sur France 5 à 20h45. J'ai pas triché, hein, promis. Oui, Non, on reste- est témoins, on oui. est témoins. On reste quand même aux États-Unis parce que savez-vous où se trouve la principale ligne de train des États-Unis? En Amérique. Oui, à l'aéroport en fait. À l'aéroport, c'est celui d'Atlanta, plus grand aéroport du monde par son trafic et aussi la principale ligne de train des États-Unis. Écoutez ce qu'en dit Christopher Smith, il est directeur des systèmes de transport. On transporte entre 94 et 100 millions de passagers par an. C'est le train le plus fréquenté des États-Unis. Eh bien, grâce à ce documentaire de la BBC, c'est des tas d'histoires comme ça que vous allez apprendre. Vous allez tout savoir sur les coulisses de nos voyages aériens, d'Atlanta à Dubaï en passant par la Sibérie et le petit village de Gimont dans le Gers, 2800 âmes qui sont habituées à un étrange ballet nocturne. C'est par ici en fait que passent tous les différents morceaux des A380 avant d'être assemblés à Toulouse. Et alors, il faut imaginer le nez d'un avion qui passe entre les Ça doit être ruelles. impressionnant, La hein. séquence, elle est étonnante et elle est racontée par Fabien Dartout, qui est manager technique chez Airbus. C'est quelque chose qui est très compliqué à suivre. Quelques sections passent à 50 cm des toits des maisons. Ça a été calculé au centimètre près il y a d'ici 10 ans. Donc c'est quelque chose de vraiment magnifique. Ouais. Et alors, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec ce documentaire qui est en 2 épisodes, qui est signé de la BBC. Explications didactiques qui sont illustrées par une réalisation superbe. Il y a un gros travail d'illustration qui vient appuyer les images. Vous allez tout savoir, de la gestion des bagages au décollage, de la confection des repas à la construction des avions. Alors, le petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de données. Donc, on en prend Beaucoup plein de les chiffres, mirettes ouais. et beaucoup de chiffres. Mais c'est du documentaire scientifique très grand public. Vous pouvez regarder ça avec vos enfants. Et ça sera le cas désormais tous les mercredis sur France 5. Il va
vous n'allez pas dire aux enfants, regardez la télé alors que c'est la rentrée scolaire demain. C'est à 20h45 Ah, sur France 5. Attachez vos ceintures, vous avez des problèmes avec Natacha Polony qui a 3 enfants. Allez, à demain les amis.